Bonjour les amis, bonjour tout le monde, et bienvenue sur votre chaîne encore une fois sur votre chaîne préférée Chris Yapi TV, la chaîne qui vous accepte, vous propose et vous rassure. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez et partagez, puis laissez-nous votre avis en commentaire. Eh bien, les amis, aujourd'hui nous allons faire un petit tour du côté de Bamako pour vous présenter ces très bonnes nouvelles, qui viennent encore une fois de plus frapper le sol malien. En effet, 15 nouveaux hélicoptères russes sont en route pour Bamako. La présence russe au Mali ne faiblit pas, du moins dans les secteurs de la défense et de la sécurité, domaine de prédilection de l'axe Kouba-Kremlin. Par-delà la présence de Wagner aux côtés des forces armées maliennes, dans le cadre de nombreuses opérations antiterroristes, l'accompagnement de l'armée russe continue de s'intensifier, et va se renforcer par l'approvisionnement en outils de défense des plus efficaces. On annonce, de sources bien introduites, une quinzaine d'hélicoptères russes de combat, dits de dernière génération, en voie d'arrivée au Mali. L'incapacité opérationnelle de l'armée malienne devrait ainsi se renforcer par la densification du vecteur aérien, de plus en plus sollicité par les forces armées maliennes sur les différents théâtres. Nos sources n'indiquent rien sur les modalités et le coût d'acquisition du nouvel arsenal de guerre, mais on parle par ailleurs de promesses personnelles que Vladimir Poutine aurait honorées. Ce n'est pas tout. Les pays de l'Alliance des États du Sahel, s'engagent également à promouvoir le développement de l'aviation civile dans leur espace aérien. Les pays membres de l'Alliance, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont décidé de mutualiser les propositions de solutions en vue de développer l'aviation civile dans leur espace aérien. Cette décision a été prise lors de la première édition des Journées de l'aviation civile, dans l'espace de qui se tient du 22 au 23 février à Bobo-Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso, sur le thème développement durable de l'aviation civile, dans les États de dans un contexte de résilience, de défis et de perspectives. Mutualisant les idées et les propositions de solutions, les administrations de l'aviation civile des trois États entendent conjuguer leurs efforts, afin de donner une réponse appropriée aux aspirations légitimes de leur population. Les ministres et directeurs généraux présents à l'événement ont souligné l'importance du transport aérien comme source potentielle de croissance économique, notamment pour les États sans littoral. Dans cette optique, la ministre malienne des Transports et des Infrastructures, Madame Dambélé Madina Sissoko, a préconisé la création d'une compagnie aérienne commune des États de en vue de faciliter le déplacement des populations dans l'espace aérien des trois pays. Du côté de l'Afrique de l'Ouest, nous avons des nouvelles concernant le pays voisin du Niger. Patrice Talon demande officiellement des excuses, de manière politique, à son homologue et frère, le général Abdramantan. En effet, depuis ce samedi 24 février 2024, les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont procédé à la levée des lourdes sanctions imposées au Niger lors du huis clos des chefs d'État à Abuja. Certains présidents ont revu leur posture, jadis très dure, et ont plaidé pour la levée des mesures prises pour contraindre les militaires à quitter le pouvoir. Le président sénégalais, Macky Sall, et son homologue béninois ont donné leur avis sur cette situation. Le président béninois, Patrice Talon, qui s'était prononcé sur cette actualité quelques jours auparavant, est resté fidèle à ses propos devant ses pairs de la sous-région. L'actuel homme fort de la Marina a fait savoir que les sanctions imposées au Niger ne devraient pas faire souffrir le peuple. Il a appelé à célébrer la cédée des peuples et a expliqué cette position lors d'une conférence de presse au palais de la Marina. Il a avoué que le temps des menaces et des condamnations était passé et que la nature décidait. La situation du Niger s'impose à nous, et tout responsable sérieux doit regarder les choses en face. Il a conclu en disant que le temps de la condamnation et des menaces était désormais passé. Le président sénégalais, Macky Sall, pour sa part, a déploré les ingérences extérieures dans les affaires de la CEDEAO. Il a plaidé pour la levée graduelle des sanctions contre le Niger, tout en exigeant la libération immédiate du président déchu Mohamed Bazoum. Le recours à la force reste une option envisageable, mais en dernier ressort, selon le président sénégalais. Il a souligné que cette option ne saurait être mise en œuvre que lorsque toutes les autres pistes auraient été épuisées, et que le pays concerné jouerait son rôle. Les autres pays de la région se tiennent prêts à agir, mais la date d'une éventuelle intervention reste indéterminée. Grève générale en Guinée. Un conflit social qui a bousculé le pouvoir après la libération mercredi, par la justice guinéenne d'un syndicaliste de la presse, dont l'incarcération avait suscité un tollé. Les centrales syndicales ont annoncé la suspension de leur grève générale, pour entamer des négociations avec le pouvoir. Lancé le 26 février, ce mouvement social très suivi a occasionné la fermeture des banques, des écoles ainsi que de nombreux commerces, dans la capitale Conakry durant 3 jours. Décryptage des événements ayant conduit à cette crise. Il s'agit de la plus importante vague de contestation dans le pays depuis l'arrivée des militaires au pouvoir en septembre 2021. La Guinée a connu 3 jours de grève générale, à l'initiative des 13 centrales syndicales du pays qui réclament la baisse des prix des produits de première nécessité, l'arrêt de la répression à l'égard des journalistes, ainsi que de meilleures conditions salariales pour les fonctionnaires. Mercredi 28 février, ces organisateurs ont annoncé la suspension du mouvement social après la libération par la justice guinéenne du syndicaliste Sékou Jamal Pandessa, secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée, SPPG.
Il s'agissait de l'une des principales revendications des syndicalistes, qui se disent désormais prêts à engager des négociations avec les autorités. Une accumulation de tensions a conduit à ce bras de fer frontal entre les centrales syndicales, soutenues par les principaux partis politiques et plusieurs organisations de la société civile, et le régime militaire dirigé par le général Mamadi Doumbouya, que ses opposants accusent de dérive autoritaire. France 24 revient sur les causes de cette crise multiforme. Accident industriel et inflation. Ce conflit social a éclaté dans un contexte économique compliqué pour la Guinée, qui a connu, il y a 2 mois, le plus grave accident industriel de son histoire. Dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023, une puissante explosion a détruit le principal dépôt de pétrole du pays, dans la capitale Conakry. Une catastrophe qui a fait 24 morts, plus de 200 de blessés et causé une grave crise d'approvisionnement. Au lendemain de l'accident, la fermeture de stations essence par les autorités, pour éviter la spéculation, a provoqué la colère de nombreux Guinéens, et des heurts ont éclaté dans la capitale. Si celles-ci ont depuis été réouvertes, le problème d'approvisionnement est loin d'être réglé. Car malgré l'aide du voisin ivoirien, qui s'est engagé à lui livrer 50 millions de litres d'essence par mois, le pays demeure privé de sa principale capacité de stockage d'hydrocarbures. Cette pénurie a accentué une inflation déjà forte du fait de l'augmentation du coût des importations, liée à la période post-Covid-19, à la guerre en Ukraine, ou bien encore à la baisse du trafic maritime en mer Rouge. Elle s'est ajoutée à un problème plus spécifique à la Guinée, que le gouvernement avait entrepris de résoudre. Contrairement à ses voisins, comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, la Guinée n'imposait jusqu'ici pas de contrôle des prix sur les denrées. Chaque commerçant pouvait fixer librement le prix de ses marchandises, ce qui, dans une période de crise comme actuellement, peut poser de gros problèmes, explique l'économiste guinéen Mamadi Kaba. Fin janvier 2024, un protocole d'accord a été signé entre le gouvernement et les acteurs du secteur économique, pour imposer des prix plafonds sur certains produits comme le riz, l'huile ou le sucre. Mais cette mesure s'est accompagnée d'une hausse du prix moyen de ces denrées, provoquant là encore, des critiques à l'égard du gouvernement. À un pas du Ramadan, le mois de Carême, ils augmentent encore le prix des denrées alimentaires, a déploré sur Djoma TV l'opposant Seydou Mbaye, en dénonçant l'inexpérience et les ratages du régime. Médias et réseaux sociaux. Sans se résoudre les critiques sur la gestion économique du pays, des voix s'élèvent pour dénoncer une dérive autoritaire du pouvoir. Ces derniers mois, l'accès à Internet a été restreint dans le pays. Plusieurs réseaux sociaux ont été bloqués, et des radios ont vu leurs ondes brouillées. Interviewé par RFI, Lamine Guirassi, journaliste, fondateur et PDG du groupe guinéen Adafo Média, a expliqué avoir découvert avec stupéfaction que des chansons rendant hommage à l'armée guinéenne avaient été diffusées en lieu et place de ses émissions sur sa propre fréquence. Plusieurs chaînes de télévision ont également été suspendues par l'autorité de régulation des médias pour des raisons de sécurité nationale. D'autres acteurs, à l'inverse, rejettent la faute sur les militaires. C'est l'organe dirigé par la junte, le CNRD, Comité national du Rassemblement pour le développement, qui définit l'orientation de la transition. Ce principe est inscrit dans sa propre charte. Le gouvernement n'est qu'un fusible, dénonce Abdoulaye Monso, responsable de la communication au sein du Front National pour la Défense de la Constitution, FND. Ce collectif, qui s'était vigoureusement opposé au 3e mandat de l'ancien président Alpha Condé, a été dissous en août 2022 par la junte. Persécuté pour avoir critiqué la gestion de la transition, plusieurs de ses membres ont depuis pris le chemin de l'exil, comme Abdoulaye Monso, désormais installé en France. Pour le militant, la crise que connaît son pays est avant tout due au refus par les militaires d'organiser des élections. Techniquement, la junte n'est pas capable de gérer le pays, mais elle ne veut pas partir, donc la crise va perdurer, assène-t-il. Le président de transition Mamadi Doumbouya s'est engagé à rendre le pouvoir aux civils au début de l'année 2025. Mais le dialogue demeure au point mort avec les principaux partis politiques et les organisations de la société civile, qui suspectent la junte de vouloir s'accrocher au pouvoir. Le 27 février, Mamadi Doumbouya a nommé Amadou Oriba, président du parti UDRG, Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, au poste de Premier ministre, le chargeant de former un nouveau gouvernement. Soutien fidèle de la junte depuis son arrivée au pouvoir, Amadou Oriba avait pris position contre la grève générale, l'estimant inopportune, après la dissolution du gouvernement, laissant les syndicats sans interlocuteur responsable pour aborder le fond des sujets en litige. Il lui revient désormais la tâche, ô combien délicate, de désamorcer cette crise multidimensionnelle avec les syndicats, partis politiques et organisations issues de la société civile. Eh bien, les amis, qu'en pensez-vous, notamment face à cette situation très montante que vit aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest? Laissez-nous vos commentaires pour nous aider à mieux cerner ce sujet du côté de Bamako. Abonnez-vous à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec vos amis, si vous l'avez trouvée intéressante, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bibi.